Bonjour, vous écoutez Demain, le podcast de Lyon Positif. Parce que demain s'invente aujourd'hui en faisant autrement qu'hier. William Fèvre part avec notre invité aux sources de l'engagement et de l'inspiration. C'est bien de commencer une interview écolo en parlant d'un parc-mètre, je trouve. Je trouve qu'on est dans le thème, tu vois. Confirmation de transaction, c'est bon, j'ai donné 2 € à la mairie de Lyon. Et ça, putain, c'est génial. Et voilà, la bourse t'en remercie, car c'est géré par la ville. Bon, Nicolas, merci d'être là. Avec plaisir. Merci d'être là. Avant de commencer, on va parler de la manière dont on s'est rencontrés, parce qu'on ne se connaît pas. Ouais. Alors, c'est toujours bizarre, parce que moi, je te connais toujours tout de suite un peu plus. Personnalité publique, je me suis renseigné sur toi toute la nuit, donc évidemment, et ça fait 9 ans que je regarde ce que tu fais sur Internet, donc évidemment, ça fait peur, mais on va être là pour échanger. Et ben Nicolas, bienvenue sur Demain, le podcast de Lyon Positif. On a eu une vidéo il y a 15 jours où on s'est dit, qu'est-ce que tu fais ? Ouais. On fait un podcast, c'est Lyon Positif. Tu as dit oui, d'accord, je viens, on m'invite, je réponds. Et t'es là. Ouais, mais ça allait plus loin que ça. Bah ouais, je crois. On en parle tout de suite. Bah on peut en parler tout de suite. On s'est même dit, bon, Nicolas Mérieux, pourquoi on l'invite ? Bah parce que dans l'équipe, on le suit depuis longtemps. Dans le podcast, on essaye de parler des gens qui sont à Lyon, mais c'est pas parce qu'ils sont forcément lyonnais. Et on a trouvé une excuse en fait. On s'est dit, bah quitte à parler de quelqu'un qui n'est pas lyonnais, mais il faut le faire venir à Lyon, bah on va le faire venir à Lyon pour faire son spectacle. Ouais. Et c'est comme ça qu'on est sorti à se dire, bah Nicolas, tu veux venir dans notre podcast ? Oui. Eh bien, faisons ensemble peut-être un événement. Une petite date. Là, tu m'as dit, tu penses remplir quelle taille à Lyon ? J'ai dit 400. On s'est dit, on va pousser un peu. Et toi, tu t'es dit plus peut-être, non ? J'ai dit, c'est-à-dire plus comment ? Genre plus la bourse du travail ? J'ai dit, ah, je suis tombé sur plus fou que moi. C'est ce que tu m'as dit. Ça m'a fait plaisir aussi parce que tu m'as dit, écoute, je pensais que d'habitude on me disait toujours que toi, t'avais des projets un peu ambitieux. Ouais. Et tu m'as dit, bah, je suis tombé sur plus fou que moi. Donc ouais, c'est ça. Ça me plaît. Je crois que c'est pour ça aussi que voilà, l'engagement direct fait qu'en 15 jours, on organise ta date. Ce sera donc le 15 mai à la Bourse du Travail. Ouais. Où tu vas venir nous jouer ton spectacle dans le cadre d'une soirée Positive in Lyon. Ouais. Et on a hâte. Ben moi aussi du coup, hein. Vraiment très hâte. Comment ça va se passer ? Demain, c'est le podcast de Lyon Positif où on parle de la naissance de l'engagement, de comment tu es arrivé aujourd'hui à faire ce que tu fais pour changer ou en tout cas contribuer au monde de demain. J'ai une liste de questions, j'ai une liste de thèmes. Peut-être que ce ne sera pas très chronologique, mais on verra comment on va s'en sortir pour discuter. Moi, je te suis. Ça va ? Je suis à 3e café depuis ce matin, je suis à fond, vas-y. Bah, t'es à fond. Comment ça va déjà ? Bah déjà, ça va bien. Ouais. Beaucoup de boulot en ce moment, plein de super projets, dont celui-ci qui est assez énorme. Super bien, mais du coup, tous les projets, j'imagine qu'on va un peu les lister pendant le truc. Exactement, on va en parler. Du coup, je vais bien parce que ça foisonne dans tous les sens et moi je suis un mec un peu hyperactif donc j'aime bien ne pas m'emmerder et en ce moment tout va bien de ce côté-là. Alors pour refaire un point, parce que c'est assez drôle, Nicolas Mérieux, alors quand on dit on invite Nicolas Mérieux, on va faire une date avec Nicolas Mérieux, c'est marrant parce que tout le monde se dit mais ça me dit quelque chose. Ouais. Alors et je crois que la réaction quand je monte ta photo c'est la barbe, YouTube. Donc ça veut dire que tu montres ça plutôt à un public jeune. Eh ben, pas parce que sinon 30, 40 et sinon c'est l'émission sur TF1. Voilà. Et c'est ça qui m'emmerde le plus. Parce que c'était le Roi Merlin, c'est ça ? Ouais, exactement. Et en effet, le JT de TF1 juste avant, on te voyait à la télé. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai donné des conseils écolos pendant 1 minute sur TF1 qui était sponsorisé effectivement par le Roi Merlin, tu vois. Et du coup, c'est ça qui m'embêtait un peu, c'est que le public d'internet, donc ce que je veux dire, le public un peu jeune, me connaît de la barbe de l'époque, parce qu'après j'ai arrêté de faire des vidéos sur YouTube pendant quasiment 5 ans. Et puis le public plus âgé me connaît de TF1, tu vois. Et c'est vrai que c'est assez drôle, effectivement, ma notoriété, c'est que les gens ils se disent et après c'est voilà, c'est mon niveau de notoriété, tu vois. C'est vraiment pas Nicolas Mérieux, j'adore. Non, c'est c'est ça mon niveau. C'est ça. Alors on va revenir parce que pourquoi aujourd'hui il y a un c'est parce que aussi tu t'es absenté pendant un moment. d'internet en général. Tu as fait une pause, j'ai vu, c'est presque 3 ans, c'est ça plus que ça même. Hein. Plus Alors après, oui et non, parce que j'ai quand même fait un programme
pour France TV /, enfin j'en ai fait 2, j'ai fait un film documentaire avec une amie à moi, plus une émission qui s'appelait le Too Late Show pour France TV /, qui était produit par Première Ligne. Donc je me suis absenté en tout cas de ma chaîne YouTube, de faire des projets pour moi qui me demandaient de l'énergie et du cerveau que je n'avais pas. C'est ça. Mais effectivement, ouais, j'ai fait une petite pause, une belle pause. Alors du coup, pour ces toutes personnes qui ont maintenant répondu à leur « Ah », Ouais. on va se dire, on va récapituler. Ouais. Alors, parce que c'est pas simple. Humoriste paysan, c'est pas tous les jours. Non. Alors, il va falloir nous expliquer un petit peu. Avant de rentrer dans le détail, est-ce que tu peux nous raconter aujourd'hui comment tu te définis? Parce que humoriste paysan, comme je disais, c'est pas commun. Bah non, mais en fait, alors comment je me définis? C'est bien effectivement de raconter le parcours, mais si je le fais en version courte avant qu'on le fasse en version longue, en gros, moi j'ai parlé d'environnement à la télé, sur Internet et sur scène pendant 10 ans. Et à force de me renseigner sur tous ces sujets-là, j'en suis arrivé à qu'est-ce que c'est la base de l'écologie. La base de l'écologie, c'est l'agriculture. Si on fait de la bonne agriculture, on protège les sols, on protège l'air, on protège l'eau, on protège les êtres humains, on protège les animaux, on protège les insectes, on protège la flore, on est en bonne santé, on fait moins de trous dans la sécu, et les gens sont plus heureux, il y a moins d'inégalités sociales. Je veux dire, l'agriculture, c'est la base de tout. Enfin, une belle agriculture, c'est la base, pour moi, de l'écologie. Et en fait, si tu veux, comme à chaque fois que je me renseignais sur les problématiques écologiques pendant ces 10 ans où j'ai bossé dessus, j'essayais de changer mon rapport à la problématique en question dont je traitais. Et ben, je me suis dit, ok, faut que je devienne agriculteur en fait. Alors on parle souvent du passage à l'acte. Mais oui, je fais pas assez. Toi, t'as fait un passage à l'acte qui est assez... C'est radical quand même de se dire, allez, je vais passer un diplôme, je vais devenir agriculteur, je vais trouver une terre, je vais m'associer. Et puis, c'est pas un projet, on va y revenir. Mais c'est pas un projet simplement d'agriculture, ça va plus loin. Bien sûr, ouais. Bah ouais, donc c'est... Parce que j'avais une question au début à me dire, bon bah si tu étais pas humoriste, qu'est-ce que tu ferais? Voilà. Bah, je pense que je serais... Alors en fait, ça dépend à quel moment de ma vie tu me poses la question. J'allais dire, Tout de suite, paysan. Maintenant paysan, Ouais. mais avant. Je pense... Alors, moi à la base, j'ai fait des études de médecine pour faire plaisir à mes parents. Donc si je n'avais pas eu cette petite voix dans la tête qui me disait gros, n'importe quoi là, pourquoi tu fais ces études là, c'est pas fait pour ça, j'aurais certainement terminé médecin, kiné, je sais pas, tu vois, dentiste, un truc où les études a priori que tu fais te destinent à gagner de l'argent, soyons simples et honnêtes. Après tu me poses la question un peu plus tard, je t'aurais dit comédien, j'aurais bien aimé faire du cinéma. Ouais. Et si j'avais pas réussi dans le cinéma, je pense que comme je suis un mec j'ai des facilités de communication et pour blablater, et si j'étais pas de gauche, je pense que je serais un très bon commercial. Tu vends d'autres choses aux gens maintenant. On peut reprendre un petit peu ton parcours juste avant YouTube. Ta première vidéo, elle a 9 ans sur YouTube. Ok. Enfin, en tout cas, c'est la première qui est publique. Je sais pas si t'en as mis avant. Alors, j'aimerais bien savoir c'est laquelle, parce que du coup, j'en ai... Parce que moi, à la base, j'ai commencé sur Dailymotion. Oui. Ah, donc c'est ça dont on parle? Non, là, je te parle de YouTube. Je te parle du moment où t'as fait la bascule de YouTube, c'était il y a 9 ans. Ok. En tout cas, c'est la première qui est postée. Okay. Et c'est un extrait du feed, je crois. C'est un extrait où tu fais un sketch, surtout sur les applis de rencontres. Ouais. Ouais, ok. Je me suis dit... Ok, c'est cette vidéo-là que t'as, ok. Bah, elle y est encore? Elle y est encore. Non. Si. Cette vidéo est sur Internet? Cette vidéo est sur Internet. Ok. Cette vidéo est sur Internet où tu es sur scène et tu parles des gens qui sont sur les applis de rencontres. Ouais. Voilà. Donc, quand tu as commencé, tu t'es dit, est-ce que je suis tout de suite engagé parce que tu parles de problèmes de société, ou c'était simplement tu voulais faire de l'humour, tu voulais commencer là-dedans et toucher les gens? Moi en fait quand j'arrête, donc j'étais en prépa kiné, quand j'arrête les études pour devenir comédien, je m'inscris au cours Florent parce qu'à la base je voulais être comédien, mais en fait en cours même les exercices dramatiques, je finissais toujours par lâcher une grosse connerie pour faire rire tout le monde parce que j'avais besoin de ça, tu vois. Et un jour mon prof principal me dit mais Nicolas, tu vas être comédien ou humoriste? Et je lui dis en vrai humoriste ça a l'air cool comme métier quoi. Et il me dit casse-toi. Et je dis ok, merci Fred. Et je me barre. Il m'a dit c'est pas ici que je vais t'apprendre à être drôle. Être drôle ça s'apprend sur scène. Et donc du coup effectivement j'ai suivi son conseil, j'ai quitté les cours Florent et j'ai commencé à faire des cafés-théâtres et des comédie clubs et tout ça. Et au début je voulais juste être drôle parce que c'est très dur d'être drôle. On dirait pas comme ça, mais c'est très dur parce que faire rire les copains tout ça c'est naturel. En faire un métier
C'est un métier, c'est-à-dire que t'es un artisan de la blague. C'est-à-dire qu'un artisan, il répète 1000 fois son geste avant de le maîtriser. Et ben la blague, c'est pareil. Il faut la comprendre, il faut la déconstruire, la décortiquer, comprendre. Et en fait, tu te rends compte que l'humour, c'est mathématique. Mais ça, il faut des années d'observation pour comprendre ça, tu vois. Et aujourd'hui, je peux écrire franchement une blague sur n'importe quoi avec plusieurs formes, tu vois. On peut se prendre un thème et on écrit une blague, tu vois. Je crois que c'est dans le dernier Floodcast où il y a Adrien Méniel qui en parle. Ouais. Il dit tu vois un sculpteur, tu vas pas te dire ouais, moi aussi je veux faire pareil. Alors que quelqu'un de marrant, on peut dire bah vas-y, montre. Exactement. C'est ça, mais c'est ça. C'est un métier. Ouais, de ouf. Et du coup, c'était quoi la question à la base? Bah, la base, c'était avant de te lancer sur YouTube. Ouais. C'était il y a 9 ans. Donc, ah oui, est-ce que je voulais être humoriste, que j'étais engagé? Non, au début, je voulais juste être drôle. Voilà, tu voulais juste être drôle. Ouais, je voulais juste être drôle, arriver à faire rire les gens, et c'était déjà un bel objectif, tu vois. Parce que j'ai la vidéo de ma toute première scène, et je suis pas drôle du tout. Vraiment. Elle est pas sur YouTube, celle-là. Elle n'est pas sur YouTube. Peut-être pour le fun, je pourrais te la filer. Mais, ah non, je suis pas drôle. Je me regarde, je suis là, waouh. Et en plus, c'était au Field également, c'était au Théâtre de Trévis. Okay. Parce qu'en fait, c'est une des plus vieilles scènes ouvertes de Paris. Malheureusement, le théâtre a brûlé il y a quelques années, donc il n'existe plus. Je crois qu'ils l'ont reconstruit, mais ça s'appelle plus le Théâtre de Trévis. Enfin, je sais pas. Mais le fait est que, ouais, au début, je voulais juste être drôle. Et en fait, le déclic, est-ce que je précède une question déjà ou pas? Non, bah justement, t'enchaînes très bien. C'est quoi entre être drôle et lancer, je sais pas si c'est La Barbe, ton premier programme qui a été aussi engagé ou si t'en as fait d'autres? Non, j'ai commencé par le stand-up en fait. Okay. C'est-à-dire qu'au début j'avais un spectacle où j'étais juste drôle. Après, il était quand même s'il n'était pas encore sur l'environnement, il y avait déjà une envie de critiquer des choses, parce que ce sketch là dont tu me parles, même si ça parle de Tinder et tout, je critique quand même une hypersexualisation de la société. Mais c'est ce que j'allais te poser, c'est d'abord, est-ce que tu as un engagement social ou environnemental? Ouais, je pense plus social, parce que moi j'ai grandi en fait, donc pas très loin d'ici, à Grenoble, mais j'ai grandi j'ai connu un peu tous les milieux socio-professionnels, parce que moi, ma mère, elle avait 21 ans, elle était en médecine à la FAT de Grenoble, et mon père venait tout juste d'avoir son diplôme de kiné. Et du coup, moi j'ai grandi avec mes grands-parents. Et donc j'avais les grands-parents du côté de ma mère, ils sont émigrés algéro espagnol, ils vivaient au village olympique à Échirol, tu vois. Donc voilà. Et du côté de mon père, ils étaient bergers, ils vivaient à la montagne au-dessus d'Alvar, en dessous des 7 lots. Et en fait, si tu veux, moi je passais la semaine en cité, les week-ends et les vacances à la montagne. Et après, une fois que mes parents, parce que c'est mes grands-parents qui m'ont fait grandir, et après, une fois que je suis devenu adulte, mes parents sont devenus médecins et kinés, et je suis devenu un bourgeois. Donc j'ai connu les classes populaires urbaines, les classes populaires de campagne et la bourgeoisie. Tu vois ? Et donc du coup, je pense que j'ai d'abord, avec mon enfance, forgé une critique effectivement plus sociale. Les inégalités sociales, je les ai vues, mais vraiment vécues même, tu vois ? Parce que c'est pas juste les vivre en restant au quartier et dire ouais, les bourgeois, non. Moi, je suis allé vivre aussi avec les bourgeois, je suis allé vivre aussi au quartier, donc j'ai connu tout ça, tu vois ? Et donc c'est vrai qu'en grandissant, mes premiers sketchs, ils parlaient plus des inégalités sociales que écologiques. Et en fait, tout est lié d'ailleurs. C'est ça qui est marrant. C'est normal, oui. C'est complètement lié. Et en fait, le vrai déclic qui me fait basculer dans je veux écrire que des choses engagées, c'est le film Océan, que je vois en 2011. Et là, je me dis, ok, l'être humain est en train de creuser sa propre tombe et on n'en parle pas. Parce que Greta Thunberg, elle est née en 2006. Donc en 2011, elle disait pas encore c'est pas bien ce que vous faites. Et apparemment, les gens, ils avaient besoin qu'une enfant leur dise. Tu vois. Donc non, à l'époque, en 2011, il y a très peu de gens qui parlent encore d'environnement, d'écologie, en tout cas dans les médias et encore plus dans l'humour et dans les vidéos, tu vois. Et moi, mon tout premier sketch sur l'environnement, c'est un sketch sur le film Océan. Où en fait, je fais une palourde qui reçoit le prix de la meilleure actrice au Festival de Cannes. Et elle vient sur scène faire son petit discours, et c'est toute une critique justement de ce qu'on leur fait subir, tu vois. Tu te rappelles comment ça a été accueilli, cette première vidéo là? C'était un sketch, c'était pas une vidéo. Ok. C'était un sketch, et c'était drôle. Mais d'ailleurs, j'ai plein d'anecdotes à raconter par rapport à ça, à ce switch. Parce que déjà, il y a les gens... j'avais un producteur, donc je ne vais pas le citer à cette époque-là. Ça commençait à bien marcher pour moi parce qu'en parallèle, je commence justement les vidéos La Barbe. Et alors, ce qui était marrant, c'est que le théâtre dans lequel je jouais commence à se remplir de mieux en mieux. Et moi, je lui dis, ça serait cool qu'on passe à un théâtre un peu plus grand. Et il me dit, ouais, mais avant, j'aimerais bien que tu enlèves la demi-heure où tu parles d'écologie dans ton spectacle. Pour que tu gardes que la demi-heure où tu es vraiment drôle. Oh non.
Tu vois? Ça fait un déclic, ça. Bah ouais, et moi je lui dis, mais en fait on s'est pas compris. Moi je veux enlever la demi-heure où tu dis que je suis vraiment drôle pour parler pendant 1 heure d'écologie, tu vois. Et donc il y avait ce producteur qui me dit ça, et donc on arrête de travailler ensemble parce qu'on comprend bien qu'on n'a pas les mêmes envies, parce qu'un producteur, lui ce qu'il veut c'est surtout gagner du pognon, et donc plus t'es mainstream, plus tu touches du public, donc plus potentiellement il peut gagner du fric, le gars. C'est logique, tu vois, je vais pas critiquer, c'est comme ça. Et d'un autre côté, il y avait les gens qui commençaient à me suivre à cause de mes vidéos sur internet, et qui me disaient, mais pourquoi t'as ta demi-heure là où tu fais du comique d'observation là? Moi je pensais que t'étais vraiment engagé sur scène. Et j'étais là, personne n'est gentil avec moi là. Laissez-moi faire une transition. T'as dû faire un choix. Ça a été radical ou c'est petit à petit où t'as transformé ton sketch? J'écrivais et je remplaçais petit à petit. Ok. Ouais. Après par contre les spectacles d'après étaient 100% full écolo quoi. Ok. Ouais. On reste sur Internet, on parle de l'état d'esprit dans lequel tu es quand tu fais la barbe et que ça commence à monter. Je vais te montrer une vidéo, c'était à FAQ des 10 000 abonnés. Waouh! Donc tout est sur la plage. Ouais. T'es sur la plage et tu fais une FAQ et on te demande quels sont tes plus grands engagements dans la vie? Ah ouais. Ça c'est une bonne question ça. Bah je dirais être heureux en fait. Waouh. C'est une bonne réponse. Ils sont pas heureux mais juste parce qu'ils ont pas décidé de l'être. Vraiment. Quels sont tes plus grands engagements? Ouais. Mais en fait, moi ça me touche vachement que tu montres ça. Parce qu'effectivement on n'a pas l'habitude de se revoir. Bah ouais. C'était il y a 7 ans ça? Ouais, c'était il y a 7 ans. En fait, alors là je te raconte un autre moment de ma vie. Moi j'ai vécu à la rue passé un temps. Et j'ai voulu me suicider parce que j'avais plus du tout goût en la vie. Donc je pense que c'est pour ça que là ça me touche vachement de voir ça. C'est que ça me rappelle ce moment-là. J'ai été tellement triste à un moment de ma vie, tellement malheureux, que cette réponse elle vient de là. Je veux juste être heureux. Bah bien sûr, quand t'as touché le fond comme ça a pu être mon cas, tu vois, à un moment donné tu veux juste être heureux dans la vie, tu vois. Et moi je trouve que c'est une bonne réponse. Alors et aujourd'hui j'ai des engagements bien plus grands que celui-ci parce qu'a priori je suis heureux. Mais waouh, ça fait bizarre de voir ça. Merci. De me rappeler ça. Je me suis dit, tu vois, ta réponse, elle est tellement sincère, et elle est assez intemporelle, parce qu'elle peut s'appliquer aujourd'hui à toi. Tu parles beaucoup de ton engagement, tu parles de ce que tu peux apporter, et c'est drôle parce que c'était peut-être pas le même état d'esprit. Non. Mais du coup, la quête de toi être heureux, pour du coup, j'imagine aussi en faire profiter les autres autour de toi. Ouais. Ça fait depuis que tu t'es lancé, parce que c'est un partage d'être sur Internet, d'être sur la scène quand même. Ouais, c'est vrai ce que tu dis, mais en plus ce qui est drôle c'est que donc j'imagine qu'on va faire les quelques 150 000 puis les 300 000 voilà, non quelques-unes okay. Pas trop. Parce que du coup ce qui est drôle c'est que ce que tu dis est vrai, mais là donc je suis au tout début de la barbe. Je fais déjà la barbe à cette époque-là. Tu commences la barbe, tu as dû faire deux épisodes là. Ah bah oui, parce qu'il y a le logo, la barbe et tout ici là. Donc en fait ce qui est drôle c'est qu'après la barbe, mine de rien, même si ça fait du bien à beaucoup de gens, moi ça m'a fait beaucoup de mal. Tu vois, c'est ce que je dis, tu vois, pour ça que j'ai fait ma grosse pause, parce que genre juste pendant 5 ans, j'ai fait que de parler de ce qui n'allait pas et d'essayer de faire rire les gens avec ce qui n'allait pas. Et en fait, pendant toutes ces années de la barre, j'étais dans un militantisme très, je dirais, comment on appelle ça, à fleur de peau. J'étais dans un militantisme viscéral en fait, tu vois. Qui me prenait, ça m'empêchait de dormir. Ça t'a enfermé de passer ton temps à apprendre ces nouvelles, à travailler dessus et tout ça, t'as un peu... Je travaillais 7 jours sur 7 pour essayer de comprendre le monde et ce qui va pas et de me rendre compte que ça va pas en partie à cause d'une poignée d'individus. Donc oui, j'étais très énervé à cette époque-là. Très énervé. Et justement, c'est drôle de se dire que c'est... Donc là, j'imagine que ça, c'est au tout début, mais on reprend ce même gars 5 ans après. Je suis blanc, je suis livide et je dis plus que je vais être heureux, je veux juste survivre à nouveau parce que j'ai donné toute mon énergie et toute ma vie à faire ces vidéos-là, tu vois. Et ça m'a fait beaucoup de mal. Et en fait, après, là, je reviens sur YouTube maintenant, mais justement, avec à nouveau cet objectif d'être heureux. Et ce que j'aime bien dire aujourd'hui, c'est que pendant 5 ans, j'ai fait des vidéos contre quelque chose. Et maintenant, je fais que des vidéos pour quelque chose, tu vois. Et c'est ça qui me rend heureux aujourd'hui. Je passe directement à du coup, ta nouvelle ligne éditoriale, ta nouvelle DA sur YouTube, ça n'a rien à voir. Ouais. Et ce que j'aime bien, c'est que tu dénonçais
on était aussi sur, en effet, une poignée d'individus, sur des gouvernements, sur des grosses entreprises que tu continues aujourd'hui à dénoncer, ou en tout cas à mettre face au public. Mais aujourd'hui, on te voit beaucoup dans l'action, et ça va avec ce que tu as fait. Mais de sortir une vidéo par semaine pour présenter une ferme, montrer... Nous, c'est ce qu'on s'est dit quand on a lancé Lyon Positif avec Fred, on s'est dit, bon, pour que les gens fassent des trucs bien, peut-être qu'on va leur montrer qu'il y a des trucs bien qui existent. Exactement. Et à force d'en montrer, peut-être que les gens vont se bouger un peu. J'en suis persuadé. Et là, ça fait affaire par un an, mais ça fait combien de temps que tu sors une vidéo par semaine sur depuis septembre. Depuis septembre, c'est énorme. Ouais. Donc la démarche est la même, mais c'est très différent, je trouve. Bah, exactement, c'est pour ça que c'est marrant que tu me le montres. C'est exactement ce que tu viens de me faire comprendre. Voilà. Bah écoute, si tu veux, on avance un peu. Ouais. Je disais, pendant ces 3 ans, donc tu fais la barbe. La barbe, c'est ce qui t'a fait, je dirais, connaître au plus grand public, ou tu dirais, ou c'est les spectacles à ce moment-là? Non, c'est la barbe, ouais, bien sûr. Quand tu le termines, toi, t'es dans un état pas chouette. Ouais. Comment tu reprends l'énergie à te dire, bon, j'ai été utile pour le coup à beaucoup de gens qui ont ouvert les yeux sur des situations qui ne vont pas, en parlant d'environnement, en parlant de transition, en parlant de crise sociale, écologique, solidaire. Comment tu rebondis? Ben, en fait, comme j'arrive à la fin de cet arc, on va dire ça, moi je suis à fond en plus dans la théorie de l'effondrement, la collapsologie, tout ça. Du coup, moi j'ai qu'un objectif à ce moment-là, c'est du coup, quand je faisais la barbe, j'habitais Paris. Et j'ai qu'une envie, c'est de me barrer pour monter un écolieu avec des copains. Pour me dire, vas-y, on va vivre en autonomie, on va produire notre énergie, on va récupérer de l'eau de pluie pour les problèmes d'eau, et on va produire notre bouffe, et en fait, on va tout faire en autarcie, tu vois. Et donc, c'est ça le nouveau projet, en fait. Je me dis, vas-y, gros, peut-être la fin du monde, c'est demain. Alors, en fait, je me suis trompé, c'est après-demain. Mais on est quand même sur une mauvaise pente. Mais vraiment, j'ai l'impression que vraiment tout va s'arrêter du jour au lendemain. Du coup, j'ai vraiment besoin de me barrer de Paris, de trouver un lieu. Donc, à l'époque, j'ai un groupe de potes avec qui on veut monter ça. Ça ne s'est pas fait pour plein de raisons humaines. La plupart des projets capotent à cause du PFH, un putain de facteur humain, voilà, qu'on connaît tous et toutes maintenant. Donc, ça ne s'est pas fait. Mais j'ai quand même quitté Paris à cette époque-là, c'était il y a 6 ans. D'ailleurs, si on regarde la dernière vidéo de la barbe, c'est sur la plage à Cap-Breton, là où j'habite. Et c'est là où tu fais ta dernière... Non, c'est pas là. La FAQ des 150 000, c'est au milieu. C'est au milieu où tu es déjà parti. Quand je suis à Cap-Breton, j'ai 300 000 abonnés. Donc, là, quand tu dis je vais partir de Paris, tu es encore dans la barbe et tu sais déjà que tu vas te barrer. Là, on est justement dans la forêt chez mon grand-père. Là. Ok, d'accord. Dans cette vidéo. Bah, on est dessus. Ouais. Alors, je l'ai isolé et après j'ai vu que tu l'avais utilisé dans la vidéo du crowdfunding au final. Bah oui, parce que c'était il y a combien de temps ça? Bah ça c'était, je sais même pas, c'était il y a... Tu vas trouver la date, ouais. Sur YouTube, c'était il y a 5 ans. Voilà. Peut-être t'as la date il y a 5 ans. Il y a Pauline qui me dit tu as récemment fait part sur Twitter de ton envie de quitter Paris. C'est vrai. Ouais, Est-ce que tu as une idée d'un endroit où tu voudrais t'installer? 11 avril 2018, c'est même il y a 6 ans. Bah ouais. Parce qu'on est en 2024. Bah ouais, YouTube, c'est pas compté. Mais ouais. Bah non, il fait exprès. Donc il y a 6 ans, tu vois. Il y a 6 ans, tu parlais de ton envie de bouger. Et c'est là déjà... Dans les Landes, voilà. J'ai envie de me casser dans les Landes. Ah mais du coup, parce que ça fait... j'y habitais en fait en 2010-2011. Et c'est franchement la région de France que je préfère. J'ai très envie de enfin vivre là-bas et de pouvoir faire du surf tous les jours. Et donc ouais, je vais me barrer dans les Landes et je vais monter une ferme. Mais ça chute. C'est mon projet pour 2018. Je veux monter une ferme dans les Landes. Bah alors ça a pris plus de temps que 2018, je pense. Mais par contre, tu vois, tu me posais la question comment j'ai fait pour... Mais j'ai fait exactement ce que j'ai dit. Je me suis barré dans les Landes, j'ai fait du surf tous les jours. Alors malheureusement, je travaille tellement que je surfe plus. Mais c'est vraiment comme ça que j'ai retrouvé le goût dans la vie. Et tu sais, le moment là où je suis passé rapidement en disant que j'allais vraiment pas bien et que je voulais me suicider et tout, c'est exactement ce que j'avais fait déjà. Et je suis parti vivre là-bas, tu vois, je le dis, 2010-2011. Et je travaille là-bas, alors j'étais serveur. Ouais, t'as bossé, t'as pris des jobs. Ouais, tout ce qu'on me proposait, voilà. Et je surfais vraiment tous les jours. Et bon, ça peut paraître très cliché le truc, mais le surf, ça fait trop du bien. Et du coup, quand je vais vraiment pas bien, faut que j'aille dans l'eau.
Et donc, du coup, tu vois, en 2010, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti vivre là-bas. Et après, quand à nouveau, je fais ma grosse dépression suite à la fin de là-bas, et ben, qu'est-ce que je fais? Je retourne vivre là-bas et je refais du surf tous les jours. Je sais que c'est le truc qui me fait du bien quand je vais mal. Et d'ailleurs, très souvent, quand je fais des dépressions hivernales, et ben, je me casse soit en Espagne, soit au Portugal, et je fais du surf pendant une semaine ou deux, tu vois, ou au Maroc. Un peu de soleil et un peu d'eau. Ouais, et tu déconnectes et tu vas mieux, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma façon de me ressourcer. Chacun a la sienne, tu vois. Mais ouais. Et depuis 2018, t'es là-bas? Bah, quasiment, ouais. Je ouais. pense. Ouais. Okay. Je suis parti vivre là-bas. Donc, comme je te dis au début, avec l'idée de monter un écolieu, ça n'a pas marché. Et puis après, effectivement, par un biais de circonstances, quand, je me suis retrouvé au lycée agricole de Dax et je suis vraiment en train de devenir paysan. Je suis vraiment en train de monter ma ferme, quoi. Les jardins de l'océan. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Raconte-nous un peu. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est pas juste de l'agriculture, c'est pas juste une ferme. Ouais. Raconte-nous, c'est quoi ce projet? Eh ben, alors, il est multi-projet. Ouais. Bon, en gros, c'est un lieu, c'est une ferme, donc il y a une production dessus. Donc, j'ai un associé dessus qui s'appelle Tristan, qui lui fait du maraîchage bio en agroforesterie. Donc, ça veut dire des bornes maraîchères intercalées avec des arbres fruitiers. Et on a aussi des poules pondeuses bio. Alors, on est tout en bio, évidemment, hein, toute l'exploitation. Faut pas dire exploitation apparemment quand on est paysan, mais sur toute la ferme. Et on a des poulaillers des poules en poulailler mobile, justement pour qu'elles puissent visiter et se nourrir un petit peu d'elles-mêmes. J'ai vu ça dans la vidéo parce que je viens de là-bas, le château d'Uzel, la ferme d'Uzel, là, vous parlez des poulaillers mobiles qui se déplacent. Exactement. Je sais plus comment il l'a appelé. Poulailler mobile. Ah ouais. Okay. Comme ça. C'est tout. Ouais. Juste un poulailler mobile. Juste un poulailler mobile. C'est bien. Et à côté de ça, donc ça c'est la partie dont s'occupe Tristan. Moi j'ai plusieurs projets aussi. Donc j'ai une pépinière. Enfin, je monte une pépinière parce que je suis pas encore en production. De plants maraîchers à destination des particuliers. Donc des plants maraîchers semences paysannes reproductibles, semences anciennes, pour développer l'autonomie alimentaire sur mon territoire des gens qui veulent faire du potager et apprendre à se lancer avec des plantes adaptées à nos conditions climatiques. À côté de ça, évidemment, qu'on fera de la formation justement en permaculture pour que les gens puissent répliquer ce modèle chez eux et donc pouvoir aussi, ça crée de la résilience en fait. Plus tu as des gens qui cultivent chez eux, plus ton territoire est résilient, tu vois. Faut pas que compter sur les paysans et les paysannes pour se nourrir, faut aussi savoir faire un petit peu chez soi. Et pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir une maison, évidemment, justement, il faut compter sur les paysans et paysannes pour nourrir les gens qui ne peuvent pas se nourrir d'eux-mêmes, tu vois. Après, je fais également une pépinière du coup d'arbres fruitiers. Et ça, c'est super important pour moi, puisque la majorité de ce qu'on mange est dépendant des énergies fossiles. Et on le sait, les énergies fossiles, il n'y en a plus pour longtemps. Alors, juste pour vulgariser un petit peu pourquoi ce qu'on mange est dépendant des énergies fossiles, c'est-à-dire que la majorité, moi j'aime bien demander aux gens combien de pommes vous connaissez. Et on va me citer Gala, Pink Lady, Granny Smith, Golden. En fait, c'est des marques qui appartiennent à l'agro-industrie. Et en fait, ces pommiers, on les a sélectionnés. Pourquoi? Parce qu'en fait, tes pommes, tu vas les récolter septembre-octobre et tu vas les garder en frigo toute l'année. C'est-à-dire que là, les pommes qu'on mange en ce moment, elles ont été récoltées septembre-octobre. Ok? Et donc ces pommiers-là, ils ont besoin d'énormément de fertilisants, d'engrais, de pesticides pour pouvoir tenir, tu vois. Et donc du coup, tous ces engrais, ces fertilisants, ces pesticides, ils sont directement liés à la production d'énergie fossile. Demain, on va en avoir de moins en moins des énergies fossiles. Elles vont coûter de plus en plus cher. Donc clairement, je le dis, ça fait rigoler certaines personnes. Mais si on ne change pas notre agriculture, on va vivre des famines en Europe ce siècle. Ce siècle. On va le connaître. Oui, on va le connaître. Et donc du coup, c'est pour ça que moi, je veux aller chercher toutes ces variétés anciennes qui sont plus résistantes aux maladies, plus résistantes à la sécheresse, qui, oui, produisent un peu moins, qui, oui, ont des fruits qui se conservent moins bien, qui, oui, ne sont pas parfaitement beaux. Mais on s'en fout si on peut manger, en fait, tu vois. Et c'est ça le plus important. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que donc, du coup, à côté de ça, je vais avoir un jardin-forêt qui sera un peu un musée du végétal comestible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà, je veux vraiment aller collectionner tout ce qui peut se manger en espèces vivaces et les reproduire pour, pareil, travailler l'autonomie alimentaire de mon territoire
quand demain les paysannes et les paysans ils vont planter des fruitiers chez eux pour des vergers de production, plutôt que d'acheter les marques dont je viens de te parler, je pourrais leur proposer des plants bien plus résistants et adaptés à nos conditions pédoclimatiques. Tout ça avec une vraie notion pédagogique. Tu parles de jardin-forêt, tu vas faire... Les gens vont venir voir, c'est ça ? Exactement. Et alors, du coup, en parallèle de tout ça, comme je dis souvent, les gens, jusqu'à présent, ils ont l'habitude, pour venir me voir, de payer une place dans un théâtre. Et là, en fait, on va ouvrir le jardin-forêt et en fait, on pourra payer une place pour venir me voir dans le jardin-forêt et on se baladera dans le jardin-forêt, donc dans cette espèce de musée du végétal comestible, et j'écrirai une histoire, un spectacle, sur le fonctionnement du sol, des arbres, des plantes, des insectes, des animaux, tout ce qui se trouve sur ma ferme. Et en plus, les gens pourront goûter ce qui s'y trouve, parce que comme on a l'habitude de manger que ce qu'on nous propose dans les supermarchés, on a oublié tous les goûts, toutes les senteurs qui existent et qui sont absolument parfois délicieuses, vraiment. Moi, plus je m'intéresse à ça, plus je vais visiter des fermes et tout, et je découvre des nouveaux produits. Et je dis, mais pourquoi on mange pas ça, quoi ? Et alors parfois, et la majorité du temps d'ailleurs, pourquoi on mange pas ça ? Parce que l'agro-industrie dit, ça se conserve pas assez bien. L'agro-industrie, elle a besoin de fruits, de légumes qui se conservent très bien pour les mettre en frigo, pour pouvoir les sortir sur les étals des supermarchés quand ils le veulent. Dès que une caisse est vide, hop, on remet, et si ça doit rester 3 mois en frigo, ça reste 3 mois en frigo. Mais c'est dommage. Ce que tu nous as pas précisé non plus, c'est l'ampleur de ton projet. Parce que tu parles de jardin-forêt, on est sur une vraie forêt. Là, dans les derniers, tu vois, tes dernières vidéos, alors, on voit aussi tout le chemin. C'est pas facile. C'est même un parcours du combattant. Parce qu'en plus, c'est un projet original dans le milieu de l'agriculture qui n'est même pas forcément validé. On voit quand tu échanges avec d'autres agriculteurs qui croient même pas presque en ton jardin-forêt, vraiment, ils te disent non mais ton truc ça marchera pas, pourquoi tu coupes tes arbres ? Et au final, ton projet il est énorme. Tu sais quoi, c'est 3000 On va planter 3000 arbres fruitiers, sans compter effectivement toutes les grimpantes, les lianes, les couvre-sols, les buissonnantes. C'est quelque chose d'assez colossal comme projet. T'as fait un crowdfunding pour ça qui a bien marché ? Ouais, ça s'est rempli. Ouais. Et alors, dessus, t'as mis une petite racine, une petite branche, en disant qu'en mars 2024, il y avait le début de la vente des légumes et des œufs. Ouais. Ça marche ? Non. Non, mais d'ailleurs, c'est marrant que tu me fasses ça parce que j'ai prévu le mois prochain justement de faire un live sur YouTube pour expliquer où en est le projet. Parce qu'en fait, pour des raisons... écoute, c'est une exclue. On en parle tout de suite. Allez, comme ça, les gens qui te suivent et me suivent n'auront pas besoin d'attendre et ils seront contents d'avoir des nouvelles du projet. En fait, effectivement, moi, je pensais que tout le projet allait se monter durant cette année et qu'on allait rentrer en production dès cette année. Tout le projet est décalé d'1 an. Parce qu'en fait, on a signé le compromis d'achat du terrain en février 2023, mais pour des raisons diplomatiques, on va dire, des raisons bureaucratiques surtout, on est d'accord, on est officiellement propriétaire que depuis octobre 2023. Okay. Et en fait, un projet comme le nôtre, il y en a quasiment pour 200 000 euros d'investissement. On va pas mettre 200 000 euros sur un terrain si on n'est pas sûr et certain d'être propriétaire. Et en fait, tu vois, effectivement, j'ai eu 40 000 euros de crowdfunding qui sert à planter 3 000 arbres fruitiers. Les arbres fruitiers, alors ça aussi, petite vulgarisation, dans les jardineries, on vous vend des arbres toute l'année. Mais en fait, pour avoir une bonne reprise d'arbres, des beaux spécimens, généralement, on achète des arbres qu'on appelle en racines nues. Donc c'est-à-dire que c'est des arbres qui sont plantés par un pépiniériste directement dans la terre du pépiniériste, voilà, et on va les acheter août-septembre, d'accord ? Comme ça, on voit les spécimens sur pied, s'ils sont beaux, et on dit voilà, c'est ceux-là que je veux, on te les réserve, et on t'achète les fruitiers, voilà, août-septembre, et après on attend que ces fruitiers aient perdu toutes leurs feuilles, que du coup l'arbre rentre en dormance, et à ce moment-là, l'hiver, on te le sort de la terre, et on te le livre chez toi en racines nues, tu permets du coup de le replanter, du coup il n'a pas connu le pot, donc il a fait des vraies racines. Toi, tu le remets et directement, la reprise se fait à nouveau en terre. Du coup, tu as un arbre qui est bien plus résistant, bien plus adapté, bien mieux développé. Et le truc, c'est que si tu veux, août-septembre, moi, j'avais 40 000 euros à dépenser. Mais tu n'avais pas vu les arbres. Et je me suis dit, imagine, tu achètes 40 000 euros d'arbres, on te les livre en décembre, tu n'es pas chez toi. Tu fais comment ? Et du coup, j'ai flippé et j'ai rien fait. Voilà. Donc du coup, tout est décalé quoi. Et après je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, je vais lancer parce que vu qu'on est propriétaire depuis octobre, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, j'ai lancé ma production de plants, ma pépinière.
Et je suis arrivé à la mairie avec les plans de ma serre. Et on m'a dit, mais monsieur, il faut un permis de construire pour ça. J'ai dit, j'avais pas prévu la chose. Je pensais que quand on était agriculteur, tu pouvais mettre une serre. Et en fait, non. Donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois, non. Alors non, moi, j'ai la chance que ma communauté de communes me suit. Donc, ils sont plutôt sympas avec moi. Donc, ça va se faire gentiment. Ok. Ouais. Donc, point étape, en ce moment, avec ton associé, sur les terres. Alors, sur les terres, déjà, on a récupéré une terre qui n'a pas été cultivée depuis 8 ans. Donc, c'est une énorme friche avec des ronciers de 2,50 m de haut. Donc là, pour l'instant, on remet le terrain en état. Voilà, on broie de la ronce essentiellement. En fait, Voilà, c'est essentiellement ça. On pose les clôtures. Enfin, là, on enlève de la ronce pour faire le tour pour pouvoir poser les clôtures. Là, on va monter sa serre qui est plus petite que la mienne. Donc, elle n'a pas besoin de permis de construire, mais juste d'une déclaration préalable. On creuse les mares aussi, parce qu'on creuse des mares de biodiversité et de réservoirs d'eau. Voilà. On est en train de mettre en fait en route la ferme de façon plus lente. Mais quelque part, c'est pas plus mal, parce que moi, on n'est pas dans le vite, faut le faire. On a plus de temps de réflexion. Et du coup, moi, je trouve que c'est bien pour moi, parce que comme j'ai quand même un projet qui est quand même très, très conséquent avec les fruitiers, c'est pas comme une planche de maraîchage, tu vois, genre t'as rangé de courgettes, l'année après tu l'as fait à un autre endroit, on s'en fout, tu vois, parce que de toute façon tu vas devoir la retravailler ta terre, tu vas devoir à nouveau faire tes semis, à nouveau planter tes courgettes, alors que là, moi un arbre je le plante, je l'enlève pas dans 2 ans, tu vois, donc au moins ça me permet de peut-être mieux réfléchir les choses, de prendre plus de conseils, parce que je demande beaucoup de conseils aux agricultrices et aux agriculteurs que je connais, que je croise, tout ça, et je continue de me former en fait. J'ai arrêté l'école, maintenant il y a l'école agricole, je sais pas, il y a 2 ans, mais je continue de faire des formations, toute l'année je fais des formations agricoles tout le temps. On va parler des agriculteurs que tu rencontres et des agricultrices que tu rencontres, notamment avec ton format de tournée particulière. Ouais. Bon, tu es allé voir les gens dans des endroits peu communs où ils n'ont peut-être pas l'habitude d'avoir un comédien humoriste qui est au grand point virgule et qui se déplace chez eux dans leur petit village. Tu es allé faire le tour des fermes. Ouais. Tu appelles ça le Farm Tour. Le Farm Tour, ouais. La saison 1 est terminée. Depuis, tu sors une vidéo par semaine pour présenter ce que tu as vu. Parce que si je comprends bien, tu as tourné en journée, tu as tourné des vidéos dans les fermes que tu as visitées. À chaque fois, tu les as aussi sélectionnées. T'es pas allé dans une ferme de 1000 vaches. J'ai quand même fait une ferme de 500 hectares de vaches à viande. Ouais. Okay. Ça devait être une belle ambiance pour toi. C'était très bizarrement, effectivement, la date la plus dure. Ouais. Mais ce soir-là, j'ai quand même eu une standing ovation. Donc ça veut dire que même les gens qui n'étaient pas du tout d'accord avec mon propos au début, qui me jugeaient, qui étaient là, fais nourrir le comique. En plus, t'arrives dans une ferme de vaches à viande et dans les 3 premières phrases de mon spectacle, je dis que je suis végétarien. Donc du coup, t'as vraiment tous les agriculteurs qui sont d'accord, super. Et n'empêche qu'à la fin du spectacle, tout le monde était content, quoi. C'est un moment que j'ai trouvé dans ton documentaire en attendant que le monde s'effondre. Ouais. Donc tu as fait cette tournée, tu en as fait un documentaire et tu en as fait des vidéos. C'est pas moi qui ai réalisé le film, c'est Victor Janich, qui est un pote à moi, mais effectivement, on a sorti ce film documentaire sur YouTube, Prends ton temps. Non, parce qu'au début, comme j'avais peur, j'avais tendance à accélérer pour enchaîner les vannes en me disant ça va rythmer, ça va donner plus de rythme, ça va être plus... Et en fait, non, je pense que quand tu as un public qui ne te connaît pas comme ça, qui n'est pas assez réactif, je pense qu'au contraire, il faut s'asseoir encore plus, le regarder encore plus dans les yeux et dire voilà le fond de ma pensée. Voilà ce que je te dis, écoute ce que j'ai à te dire. Parce que j'assume ce que je pense. Prends ton temps. C'est super fort. Tu vas devant des gens qui sont pas forcément d'accord. Et tu essaies peut-être de leur ouvrir les yeux, en tout cas sur ta pensée. Comment ça s'est passé? Tu as des anecdotes? Ah oui, j'en ai plein. Il y a déjà cette anecdote de cette ferme-là où vraiment pendant 13 minutes, je me prends un four de 13 minutes et Dieu sait que quand tu es humoriste, un four de 13 minutes, c'est excessivement long. Déjà 30 secondes, c'est long. Alors 13 minutes, c'est excessivement long. Des anecdotes, oui, j'en ai plein. En fait, ce qui était cool, effectivement, donc, le projet de la tournée, donc, comme tu l'as expliqué, donc, j'ai fait le tour de France avec mon spectacle et joué dans une ferme différente tous les soirs. Mais on allait dans des endroits où ils n'ont pas de théâtre. Donc, pour beaucoup de gens, j'étais certainement le premier stand-upper qu'ils ont vu, et certainement le dernier. Et du coup, c'était super intéressant. Très souvent, j'ai eu cette remarque-là, des gens qui viennent me voir après le spectacle et qui me disent « Je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous avez dit,
mais merci d'être venu. Et tu sens à quel point ça leur a fait du bien de voir quelque chose de différent. Parce que très souvent, mais alors attention, parce que là je vais être méchant, mais tu vois, le racisme, tout ça, c'est juste un manque d'ouverture d'esprit. Et tu manques d'ouverture d'esprit parce que parfois tu restes que dans ton carcan. Tu vas pas t'intéresser à des choses où tu n'es pas d'accord, tu vas pas lire des trucs où tu n'es pas d'accord, voir des films où tu n'es pas d'accord, ou peut-être même que personne t'en a parlé, donc tu sais même pas qu'il existe d'autres choses. Donc en fait, finalement, peut-être que depuis que t'es petit, on te rabâche les mêmes choses dans tes oreilles, et comme t'as pas eu la curiosité de voir autre chose, ou on t'a pas permis d'avoir la curiosité de voir autre chose, bah, tu restes enfermé dans ta bulle de pensée, tu vois. Et ça, moi, je peux même en témoigner sur ma vision de l'agriculture. Quand j'habitais Paris, moi, je voyais que des documentaires sur la permaculture. Donc j'étais le premier à critiquer les agriculteurs conventionnels. Maintenant que je suis agriculteur, je critique plus les agriculteurs conventionnels. Je me suis ouvert d'esprit, en fait. J'ai compris que tout le monde n'a pas le choix, qu'il y a un système qui fait chier le monde, que tu vois, j'ai compris plein de choses. Et en fait, c'est l'ouverture d'esprit, la curiosité, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qui te permet d'avoir des versions plus larges et du coup d'étendre ta réflexion, en fait. Et c'était en ça aussi que c'était intéressant, cette tournée. C'est qu'effectivement, il y a des gens qui sont venus me voir qui n'étaient pas d'accord, mais qui ont apprécié quand même, et certainement qui se sont posé des questions après. Et c'est l'avantage de cette tournée, c'est de ne pas prêcher que des convaincus. Mais comment tu fais pour... toi, tu y arrives parce que tu as eu une carrière en tant qu'humoriste, en tant que comédien, tu as été sur les réseaux, mais demain, des Nicolas Mérieux, il y en a plusieurs. Comment on fait pour qu'il y en ait d'autres et que ça se multiplie et qu'on y arrive peut-être plus facilement à aller toucher ces gens-là ? Comment on fait simplement en faisant ce que vous faites avec Lyon Positif ou ce que moi je fais avec mes vidéos et mes spectacles, en inspirant et en montrant des... Alors c'est Cyril Dion qui dit souvent ça, tu vois, des nouveaux récits. Ouais. Et il a raison, en fait. Il faut faire des nouveaux récits, rendre les choses plus inspirantes. Et je pense que mine de rien, la nouvelle génération, elle est ultra là-dedans, tu vois. Donc, on parlait ensemble avant ce podcast du Greenwashing Comedy Club, tu vois. Donc c'est bien qu'il y en a qui arrivent, tu vois. Moi, je pense pouvoir me vanter de dire que j'étais certainement le premier youtubeur de France à parler d'écologie sur YouTube. Sur le youtubeur. Et aujourd'hui, il y en a plein de gens sur TikTok, sur Insta, qui sont bien plus connus que moi et qui parlent d'écologie, tu vois. Donc c'est en train de se faire petit à petit. Comment justement parce qu'il y a de plus en plus de gens, donc ça inspire de plus en plus de monde, tu vois. C'est une question d'humain. Et j'ai pris la conclusion. Alors, j'ai pas mis toute la conclusion pour pas spoiler tout le documentaire. Ouais. Mais... Parce que vous savez, si on a eu la chance, ce soir, de se marrer toutes et tous dans ce tunnel à lapin, sans être forcé d'être blond aux cheveux courts. Attention, je crois qu'il va passer un point Godwin. C'est parce qu'à un moment de l'histoire, il y a des gens qui se sont rendus compte que si on faisait rien, on allait perdre une bonne partie de l'humanité. Et ces gens-là se sont soulevés, se sont battus, ils ont donné leur vie pour qu'on ait la chance de se marrer ensemble ce soir. Et moi, ce que je pense que ce qui est en train de passer, c'est la même chose, sauf que c'est l'humanité tout entière qui est en jeu. Et le mal, il n'a pas de visage. On doit se battre contre nous-mêmes. Alors je vous laisserai sur cette phrase de Molière qui avait dit « On désespère, alors qu'au fond, on espère toujours. » Merci de m'avoir écouté. Je vous jure que dans le spectacle, je fais des blagues. Hein. Parce que là, on dirait pas. On dirait pas, mais on a montré que c'était un peu drôle avant. Mais tu fais des blagues, mais il y a un impact. Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui y croit pas après, même si le spectacle, tu vois. Il a vu ton spectacle, il a bien ri, mais il y croit toujours pas. Que c'est une question d'humain, tu vois. Ah ouais, moi en fait, je vais spoiler encore le spectacle parce que j'en parle de ça aussi. Je dis, il y a peut-être des gens parmi vous qui pensent que c'est trop tard, tu vois. J'en parle dans le spectacle. Donc je sais pas si j'ai envie de le spoiler. Mais pour moi, si tu y crois pas... Ah oui, tu vois. En fait, là, je vais reprendre des phrases de mon spectacle. Sans reprendre des phrases, mais... En gros, je m'en fous. Ouais, d'accord. En gros, je m'en fous. Si tu y crois pas, c'est ton problème. Ok. Tu vois, on vit avec des platistes, hein. Ça t'empêche pas de vivre, tu vois. Donc, ils existent pourtant, ces gens-là. Donc, en fait, on s'en fout. Faut arrêter de regarder le nombril des autres. Faut un peu regarder son nombril et toi, tu fais quoi?
Tu vois, parce que souvent j'entends cette critique aussi, tu vois, les gens qui disent oui mais c'est pas à nous la France de faire des efforts, il y a d'autres pays qui polluent plus. Mais on s'en branle en fait. Arrête de rejeter. Toi tu fais quoi? Donc arrêtons de regarder les autres. Nous faisons du mieux qu'on peut, nous, et ça inspire. Moi, j'ai été inspiré parce qu'il y a d'autres gens avant moi qui ont fait des trucs qui m'ont inspiré. T'es qui, par exemple? Bah, il y a le film Océan, par exemple. Ouais. Mais je sais pas. Alors c'est pas bien de citer lui parce qu'il a eu des soucis. Mais Pierre Rabhi, avant qu'on sache plein de trucs, et il m'a inspiré. George Carlin m'a inspiré. Vandana Shiva m'a inspiré. Il y a plein de gens qui m'ont inspiré, tu vois. Et qui montraient, même Pablo Servigne m'a inspiré et m'inspire toujours, et plein d'autres youtubeurs maintenant, tu vois, Damien Decars de la chaîne Permaculture Agroécologie, etc. Franchement, s'il n'y avait pas eu Damien Decars, peut-être qu'aujourd'hui je serais pas en train de monter une ferme, vraiment. C'est parce que ce mec-là, il a fait ces vidéos-là sur YouTube que moi aujourd'hui je monte une ferme, tu vois. Donc on s'en fout que les autres n'y croient pas ou ne fassent rien. Ouais. Nous faisons des choses. Et ça, c'est une phrase de Gandhi, donc ça, elle est facile. C'est rien ne vaut les beaux discours, il faut montrer l'exemple. Ouais. Voilà. C'est ça le leitmotiv, tu vois. Il faut aller là-dedans. Là-dessus, bon, t'as pris les devants, c'est difficile de te dire, et toi, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Là, maintenant, tu t'es blindé là-dessus. Ouais. Après, je suis pas parfait, hein. Je fais plein de trucs très mal. Et quand on me le reproche, je dis, mais, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, parce que oui, mais on dit oui, mais toi, je suis pas parfait. J'ai jamais dit que j'étais parfait. Moi, j'explique. Le monde, il est comme ça. On a une trajectoire. On va être à 4 degrés à la fin du siècle si on fait rien. Au mieux, on est à 2,5. Moi, je fais en sorte qu'on soit à 2,5. Je suis pas parfait, mais je fais en sorte qu'on soit à plus 2,5. Donc voilà, critiquez-moi si vous voulez, je m'en fous. Moi, je sais que je fais du mieux que je peux et j'essaie d'être heureux. Et c'est ça le plus important. On en revient à ça. C'est que oui, il faut faire de l'écologie, mais il faut pas oublier d'être heureux. Tu vois? Et ça, c'est important. Donc, il faut plus être dans l'écologie sacrificielle. Il faut être dans l'écologie du bonheur, l'écologie qui te rend heureux, tu vois. S'il y a des choses que tu sais que tu dois faire, mais qui te rendent trop malheureux pour l'instant, ne les fais pas. Tu les feras C'est pas pas longtemps grave. et tu vas C'est te pas forcer. grave. Exactement. Ouais. Il faut faire à son rythme, tu vois. Moi, on m'avait reproché dans une émission de télé. J'étais avec quelqu'un, je me rappelle plus de son prénom, de Deep Green Resistance, tu vois, donc une écologie très radicale, ouais, que je soutiens aussi, il n'y a pas de problème. Mais il m'avait reproché, tu vois, de travailler chez TF1, que c'était pas bien, nan. Et je disais, mais mec, en fait, tu crois que les gens ils vont passer de manger chez McDo, boire du Coca tous les jours, changer d'iPhone chaque jour, à aller mettre des bombes dans les aéroports? Il y a quand même, il faut faire de la vulgarisation et de l'éducation pour tout le monde, en fait, tu vois. Et l'essentiel, c'est que chacun puisse franchir l'étape d'après, la marche d'après. Tu vois, tu peux pas demander à un bébé de faire un 110 mètres haies. Non. Il est pas capable. Non. Donc déjà, le bébé, s'il marche à 4 pattes, c'est cool. Après, demain, il marche sur deux pieds, c'est génial. Ben voilà, c'est ça le truc, en fait, tu vois. C'est faites de l'écologie, mais pas de l'écologie sacrificielle. Faites de l'écologie qui vous fait du bien. Je sais pas. Moi, je donne un exemple qui est tout con. Moi, je trouve ça débile. Enfin non, je devrais pas dire ça. Mais par exemple, les gens qui font du zéro déchet. Ouais. C'est bien. Oui. Mais sur ton impact carbone, c'est 0,1% de ton impact carbone. Mais par contre, si ça te fait kiffer d'avoir des pois chiches dans des bocaux en verre parce que c'est joli chez toi, eh ben c'est super. C'est déjà ça. C'est déjà ça en fait. T'es déjà dans la bonne voie. Et puis après, tu te diras, tu vois, moi je donne un exemple tout con, je prends plus l'avion. Mais aujourd'hui, je kiffe partir en voyage en bus, en train, quoi. Alors que effectivement, tu te dis que l'avion c'est super pratique. Mais je sais pas si tu vas. Alors moi, c'est pas encore mon cas, mais si un jour je vais, par exemple, comme j'ai vu des gens le faire récemment et justement qui font ces nouveaux récits sur les réseaux sociaux, qui vont voir le pôle Nord en train. Mais ils te racontent, en fait, ils ont autant kiffé y aller en train que d'être allé au pôle Nord, tu vois. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que petit à petit, tu bouges et tu arrives à trouver du bonheur dans ton écologie, tu vois. Et on parlait que ça allait avec les transitions sociales. Quand tu bosses toute la semaine, que tu n'as qu'un week-end, que ton avion pour aller à Bordeaux, il te coûte 50 balles et que ton train, il va te coûter plus cher. Ces gens-là, c'est vrai que c'est difficile de leur dire « prends du temps » parce que l'écologie aussi, souvent, aujourd'hui, c'est une question de prendre le temps. Pas forcément... C'est pas qu'on l'a pas. On l'a, mais il faut savoir le prendre. Et des personnes qui sont dans certaines urgences, c'est compliqué de leur dire de prendre ce temps-là. Pour moi, ça, je le comprends plus, effectivement, les gens qui partent justement, qui ont leurs 3 semaines de congés payés et qui vont partir se reposer à l'autre bout de la planète. Mais en fait, si tu regardes, la France, elle est magnifique. L'Europe, c'est magnifique. Et tu peux partir
n'importe où en France ou en Europe pour le même prix et sans forcément polluer autant, et tu vas te reposer tout autant, tu vois. C'est juste qu'effectivement, tu n'auras pas la plage transparente, et encore qu'en Bretagne, il y a des plages transparentes. Peut-être elles sont pas l'eau n'est pas à 35 degrés, c'est vrai, mais t'en as. Et désolé les Bretons, je vais vous envoyer du monde, ça va pas vous faire plaisir. Mais c'est vrai, tu vois. Donc moi je pense que le vrai problème derrière tout ça, il est plus grand que ça, c'est un problème systémique. C'est effectivement apprendre à ralentir, tu vois, apprendre à s'écouter et ne pas croire que parce que quand cet argument, pour moi, les gens qui donnent cet argument, c'est des gens qui se sont exploités au taf, ok, qui travaillent comme des porcs, qui sont pas respectés, et donc évidemment qu'ils ont besoin d'une grosse coupure. Exact. Et qu'on ne leur parle plus, et que leur téléphone ne marche plus, et ils ont besoin d'être en terrasse, qu'on leur serve gratos des mojitos toute la journée. Je le comprends. Mais le problème, il vient avant. Le problème, il est systémique, tu vois. Il vient de la semaine et des années que tu as passé avant. Exactement. À faire ça. Exactement. Et en fait, c'est plus en ça qu'il faut retrouver du sens. Et après, je pense que si tu retrouves du sens dans ton travail, c'est facile à dire pour moi, hein. J'en ai bien conscience, parce que moi, j'ai toujours fait ça, et j'ai la chance de vivre de mes métiers passion. Mais tu verras que tu n'as plus besoin de partir à l'autre bout du monde. Tu vois, tu n'as plus besoin. On va terminer... Ou alors, tu iras, mais autrement, et dans une autre démarche. Comme tu l'as fait, c'est pour découvrir ton travail, la France que tu as parcouru, toutes ces personnes que tu as rencontrées. On va sur ta chaîne YouTube. Ouais. Ça va faire 1 heure qu'on parle. Déjà ? Ouais, je crois. Hein, oui, tu vois. Bon, ouais. 45-50 minutes. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut... Alors, à part de dire aux gens de venir nous voir à la Bourse du Travail le 15 mai, qu'est-ce qu'on peut dire à toutes ces personnes qui n'ont pas vu ton spectacle, sans spoiler ton spectacle, mais qui veulent s'engager, ou en tout cas faire quelque chose, mais qui ne savent pas par où commencer? Alors, moi déjà, je pense que mon spectacle, tout le monde devrait aller le voir, parce que si t'es écolo extrémiste, dépressif, ça va te faire du bien, parce que pour une fois, au lieu d'accélérer ta dépression, tu vas rire. Donc déjà, bon point. Ensuite, si t'es pas du tout écolo, ça vaut le coup que tu viennes pour que tu deviennes un écolo dépressif. Deuxième bon point, parce que comme je dis dans le spectacle, la dépression, c'est le début du chemin vers le passage à l'action. Donc tu es obligé de passer par là, te prendre une claque, c'est ce qui après te fait sortir les doigts. Donc, je pense que c'est un spectacle qui plaît vraiment à tout le monde, et c'est pas moi qui le dis, c'est même les gens. Tu vois, là j'ai encore joué il y a 2 jours à Annemasse, et il y avait la moitié des gens de la salle qui me connaissaient, l'autre moitié qui me connaissaient pas, et tous les gens qui étaient venus qui me connaissaient pas, et ben ils étaient là, putain, mais là tu m'as fait prendre conscience de trucs que alors qu'on me parle d'écologie depuis très longtemps, mais là je l'ai compris en fait. Je comprenais pas à quel point c'était aussi urgent, à quel point on pouvait changer les choses, tu vois. Tu as des personnes qui sont demandeuses, quand tu discutes avec eux peut-être après ton spectacle ou avant. À la bourse du travail, ça va être dur, mais... À la bourse, ça va être dur, mais si quand tu es dans les plus petites salles, tu arrives à discuter avec eux. Toujours, ouais. Est-ce que tu as des personnes qui sont venues un peu par hasard, mais surtout, dans quel état ils sont avant de venir, et comment ils sortent de ce moment où ils prennent conscience? Toutes les personnes sont différentes, donc je peux pas te donner un profil type, mais je pense que personne ne sort sans aucune marque, quoi. Tu vois, et c'est un peu toujours ce qui m'a caractérisé quand je faisais des comedy clubs où tu vois, t'as plusieurs humoristes qui passent. C'est que si les soirs où je suis pas le plus drôle, je suis le seul dont on se souvient de ce que j'ai dit. Ouais. Tu vois, parce qu'il y a un vrai fond, il y a une vérité, puis il y a même des données scientifiques dans mon spectacle, donc voilà, mais ouais, je pense que personne n'est insensible. Il y a des gens qui se sentent démunis. Ouais. Parce qu'effectivement, si t'es vraiment tu leur dis quoi, zéro en base écologie, et que t'arrives, tu te prends la claquasse dans la gueule, ça fait bizarre. Tu les rassures comment? Je leur dis que déjà, on va pas mourir demain. Cool, ça c'est bien. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a une personne de plus dans nos rangs. Donc on a d'autant plus de chances de s'en sortir. Okay. Et voilà. Ok. Donc, est-ce que pour terminer, vraiment, tu as des recommandations, que ce soit des associations, des médias? Ah oui, mais ça aussi, c'est ça qui sera cool, c'est qu'à la Bourse du Travail, vous allez faire venir plein d'assos. Bah oui, parce que dans l'écosystème lyonnais,
On en a des assos, Ben on oui. a des gens qui font, on va être avec On the Green Road, il y a Anciela, il va y avoir plein d'acteurs sur le territoire qui contribuent à partager également les initiatives de chacun, les initiatives citoyennes. Parce que nous, on croit beaucoup en ça. C'est Moi aujourd'hui, aussi, à fond. on regarde les informations, on retourne se coucher, on est triste et on a peur. Voilà. Et ça, c'est normal. Par contre, si on regarde ce qu'on fait chez nous et qu'on commence à s'orienter sur eh bien, les citoyens qui prennent des décisions plus locales, plus il y aura des crises mondiales, plus les gens vont se retourner vers eux-mêmes et vers ce qui se passe dans leur quartier. Alors c'est pour ça qu'on essaie de faire de l'information assez locale, même hyper locale, parce que tu vois, nous, on trie tout par quartier et pas par arrondissement typiquement. On veut que les gens se sentent concernés par ce qu'on leur dit et impactés directement. Tu vois. Mais en fait, tu as totalement raison, c'est aussi ce que je dis dans le spectacle, c'est qu'en fait, pour revenir sur la question aussi d'avant, c'est ça en fait. C'est-à-dire que, en fait, tu es malheureux, malheureuse quand tu ne passes pas à l'action. Et en fait, le meilleur moyen de passer à l'action, c'est de s'engager dans le milieu associatif local. Parce que quand tu es tout seul ou toute seule, tu te sens démuni aussi. Hein, tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire moi avec mes petits bras? Toi, avec tes petits bras, effectivement, pas grand-chose. Si, tu peux arrêter l'avion, tu peux devenir végétarien, végétarienne, tu peux faire zéro déchet, enfin, tu peux faire plein de trucs. Okay, mais ce qui vraiment fait du bien, c'est de se rassembler, faire des choses ensemble. Parce que quand tu fais des choses ensemble, tu vois de l'impact. Et on a besoin de voir de l'impact. Parce que si on prend le problème à grande échelle, on ne le voit pas l'impact. Et surtout, on a l'impression que le projet est monstrueux, c'est beaucoup trop grand, c'est surhumain. Et en fait, le local, moi, je crois qu'en ça, et c'est ce qui rend heureux en plus. Donc c'est vers là où il faut aller, tu vois. Et ça me fait penser d'ailleurs au film de Colin Serrault, Solution locale pour désordre global, je crois que c'est ça. Oui. Et moi, je suis à fond là-dedans, quoi. La politique locale, les assos locales, ce qu'on peut faire à notre échelle, c'est déjà énorme. Ouais. On a un impact direct, on arrive à faire bouger les choses, il n'y a pas cette inertie. C'est ça. Bon, après, il faut aussi, les choses elles bougeront à grande échelle uniquement avec ces grandes échelles et au-dessus, mais il faut, à notre avis, que ça vienne quand même par l'exemple et par le bas. Ouais, à fond. Voilà. Qui est-ce qu'on peut inviter à ton avis dans ce podcast, après toi? Arthur Obeuf. Ok, tu rappelles ce que c'est? Arthur for Planet, ouais. Ah, Time for the Planet. Parce que D'ailleurs, c'est Team for Planet maintenant. Team Ils ont for changé de nom. Ouais. En gros, ils essaient de faire en sorte que les gens, au lieu de mettre de l'argent dans des projets qui détruisent le monde, ils mettent de l'argent dans des trucs qui essaient d'aggrader le monde. Et voilà, c'est une énorme levée de fonds citoyenne pour développer justement des entreprises qui essaient de changer le monde, en tout cas. Dans le bon sens. Parce que Elon Musk change le monde aussi. Pas forcément dans le bon sens. On en revient toujours là, on va terminer ce podcast sur Elon Musk. Ouais. C'est terrible. On a commencé avec la bagnole et on termine avec la bagnole. Voilà, ça c'est un bon podcast. Bon, et ben écoute Nicolas, merci. C'était un plaisir. Et puis à bientôt. 15 mai. 15 mai.